Bonjour et bienvenue dans le podcast qui rassemble entrepreneuriat et spiritualité. Mon intention ici est d'ouvrir des pistes de réflexion, d'aider les hommes à accéder à leur puissance personnelle pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs ambitieux et vivre une vie épanouie et pleine de sens. Alors plongeons ensemble dans les secrets vers notre grandeur. Bienvenue dans Arcane. La promesse de l'épisode aujourd'hui est d'apprendre plus vite, de prendre des décisions plus impactantes et de pouvoir influer sur notre réalité en modelant des situations tout autour de nous, que ce soit dans notre monde intérieur ou dans notre monde extérieur. Ce qui va nous permettre d'atteindre ce niveau de transformation, de transmutation même parfois, c'est de cultiver cette énergie du magicien. On a des exemples, plein notre société et plein notre télé aussi. Je pense à Gandalf, Maître Yoda, mais aussi Nikola Tesla ou Elon Musk pour ceux qui font plus de bruit. Toutes ces personnes, qu'elles soient réelles ou fictives, incarnent le plein pouvoir du magicien et de ce qu'il est possible de faire quand cette énergie s'exprime dans sa pleine puissance, dans le cœur d'un seul homme. C'est réellement aussi puissant que ça. On a réellement cette énergie en chacun de nous qui ne demande qu'à être libérée. La plupart du temps, c'est une peur qui l'empêche de se libérer, ou alors des ombres qui prennent le dessus, qui prennent les commandes dans notre tête. Et on va voir aujourd'hui quelques exercices pour pouvoir justement passer de sa tête à son cœur, à ses tripes, pour libérer cette énergie. Alors déjà, qu'est-ce qu'un archétype ? L'archétype, c'est une collection de patterns d'énergie psychique, qui inclut des pensées bien distinctes, des sentiments, des images, des impulsions, des attitudes, bref, des comportements qui vont régir notre quotidien. Il faut voir l'archétype comme une sous-personnalité de notre psyché, de notre ego, comme si notre ego avait la capacité de multiplier le nombre de personnages que nous avons en tête. Je sais que moi, pour ma part, j'ai un personnage qui m'a longtemps fait souffrir, entre guillemets, c'est le personnage du petit garçon colérique. J'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres des personnages. Et j'ai le personnage du magicien, avec les ombres qui vont avec, et on va aller voir dans cet épisode. Il y a beaucoup d'archétypes différents, je les traite dans ce podcast, j'ai déjà traité le guerrier, aujourd'hui le magicien, il y a aussi le roi et l'amant. C'est les 4 les plus puissants, il n'y en a pas que 4, bien évidemment, mais c'est les plus puissants. Le magicien va donc vous permettre de réaliser la promesse que j'ai faite au début de cet épisode. Il est le gardien du savoir, de ce qui est ancien et nouveau, de ce qui se joue à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Il est synonyme surtout de capacité cognitive. Dans votre pleine puissance, vous êtes donc sage, réfléchi, compréhensif, guérisseur et contemplatif. Vous n'êtes pas dans l'action et le faire, ça c'est le travail du guerrier, vous êtes dans la représentation de tout ce qui peut être mystérieux pour en faire une transformation bien réelle et bien concrète. C'est peut-être un petit peu flou comme ça, mais je vais vous donner un exemple justement dans notre science-fiction actuelle. Dans Star Wars, dans l'épisode de l'Empire contre-attaque, il y a une phrase de Yoda qui symbolise parfaitement ça, quand il forme Luke à l'usage de la force, et qui lui demande d'extirper tout un vaisseau qui s'est écrasé dans le marais, donc qui est à moitié immergé, et que le vaisseau pèse plusieurs tonnes, il lui ordonne à Luke, il lui dit « soulève-le avec la force et enlève-le du marais ». Et ce à quoi Luke fait bien comprendre que ça va être difficile pour lui. Et donc Yoda dit cette phrase magique à ce moment-là, et dit « fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai ». Et dans cette simple phrase se trouve tout le domaine du magicien, tout son champ, tout son rôle et tous ses pouvoirs. Parce que maîtriser son magicien signifie qu'il faut que vous compreniez que pour atteindre une connaissance particulière, il faut un entraînement particulier. Le magicien sait atteindre l'excellence dans un domaine. Je vais vous partager une de mes anecdotes personnelles. Il m'a fallu vraiment plusieurs années pour comprendre que j'étais plus puissant à exploiter une compétence en profondeur plutôt qu'en largeur. Plutôt que d'être bon dans plein de sphères différentes, il fallait que je sois excellent dans une ou deux sphères de ma vie. Et que par effet ricochet, par rayonnement, j'allais naturellement faciliter tous les autres domaines dans lesquels je m'évertuais à être bon. Je me souviens d'heures entières passées à maîtriser une compétence, à appliquer mes répétitions parfaites, que ce soit pour apprendre le piano, que ce soit pour passer diamant sur StarCraft, que ce soit pour vendre au téléphone. J'ai passé des heures et des heures et des heures, mais ce n'est pas l'apanage du magicien que de s'exprimer dans un domaine dans lequel il n'est pas bon. Allez chercher
l'excellence. Et l'excellence se construit grâce aux difficultés, grâce aux réussites et grâce aux échecs. Sauf que la plupart du temps, et chez la plupart des hommes, les échecs sont synonymes d'abandon ou de râlerie, mais ne sont rarement synonymes tout de suite et instinctivement d'apprentissage. Einstein a dit une célèbre phrase, je sais plus si c'est Einstein d'ailleurs, mais il me semble que c'est lui: j'ai trouvé une nouvelle manière de ne pas y arriver. Ça veut dire que je me rapproche de la solution. Puisque ce que je viens de faire ne fonctionne pas. C'est bien que c'est pas la bonne manière. Donc j'ai trouvé une nouvelle manière de ne pas y arriver. Mais j'ai trouvé. Et si vous avez écouté le dernier épisode de ce podcast, couplé à l'énergie du guerrier, qui représente lui le focus et l'action, alors votre magicien et votre guerrier, mis ensemble, vont créer un troisième archétype qui s'appelle le stratège, que j'ai nommé le stratège. Les auteurs n'en parlent pas, mais pour moi ce nom est très approprié. En parlant des auteurs, je vais citer une phrase directement issue du livre qui dit que ce savoir secret, bien sûr, octroie au magicien une énorme quantité de pouvoir, et parce qu'il possède ce pouvoir et ce savoir, celui de la dynamique, de l'énergie et des patterns dans la nature et dans la société, alors il est un maître de la canalisation de cette énergie. Ça veut dire que le rôle principal de votre magicien est donc de comprendre quel est votre pouvoir caché afin de le contenir et de le canaliser, ce pouvoir, pour le bien de tous. Et de canaliser ce pouvoir pour le bien de tous. J'ai rajouté un « le » qui n'était pas nécessaire. Dans les temps anciens, les rois, justement, avaient toujours à leur côté des conseillers, qui n'étaient rien d'autre que des magiciens, qui avaient pour rôle d'aider les rois à penser stratégiquement, à penser différemment, et surtout à maintenir leur humilité. L'image de Merlin et du roi Arthur, bien qu'elle soit fictive, est l'image la plus explicite qui me vienne là à l'esprit. Je vais vous donner des autres exemples d'hommes qui rayonnent au travers de leur magicien, car quand un homme accède à cette énergie intérieure, dans sa pleine puissance, dans sa pleine souveraineté, alors les sociétés prospèrent. Je parle de société car je parle bien à l'échelle de l'humanité. Regardez par exemple Nikola Tesla. Il a inventé le courant alternatif. Aujourd'hui, on ne fait rien sans ça. Il a révolutionné l'humanité telle qu'on la connaît. Albert Einstein, lui aussi, a révolutionné la physique, il a amené l'énergie nucléaire et il a amené les GPS. Steve Jobs a démocratisé l'accès à une puissance de calcul tellement formidable qu'il était impossible de la canaliser dans autre chose qu'un gros ordinateur qui à l'époque servait uniquement à faire les guerres ou faire décoller des fusées. Aujourd'hui, cette puissance de calcul fait la taille de notre main et est dans notre poche tous les jours. Il a démocratisé cette puissance de calcul dans notre poche. Carl Jung, lui, a profondément influencé la psychologie et la philosophie. Léonard de Vinci a laissé un héritage scientifique colossal dans l'anatomie, dans la mécanique, dans l'optique et bien d'autres. Elon Musk, qui est plus actuel, a inventé des fusées réutilisables, des voitures autonomes, PayPal et bientôt Internet gratuit pour tout le monde et partout sur Terre. Le monde va se nourrir de cet héritage, c'est garanti. Tim Berners-Lee, lui, il a inventé par exemple le protocole du World Wide Web, le www. Quelque chose pour tous les sites internet, qui a révolutionné la communication et la connexion de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, on se sert de ces protocoles pour communiquer entre nous et pour se connecter à l'échelle globale de l'humanité. C'est pas rien quand même. Toute personne que l'on appelle un sage, un prophète, un ancien du village, un guide, un chaman, un saint ou un alchimiste, ce sont tout autant de titres qui signifient que ces hommes ont accédé à leur magicien. Donc le magicien n'est pas l'ordre et la coordination, ça ce serait plutôt le roi. Il n'est pas non plus un stratège voué à sa cause, ça c'est le guerrier, et il n'est pas l'improvisation et la passion, car ça c'est plutôt l'amant. Le magicien, c'est tout ça à la fois. C'est un mélange de connaissances et d'intuition qui va réussir à croiser des faits concrets avec ses théories à lui pour anticiper l'avenir et modeler sa réalité. Ça, c'est le magicien. Le magicien transforme, il apporte au monde, un autre exemple fictif, Tony Stark, dans sa pleine expression du magicien, il sait pertinemment où piocher ses compétences et quelles connaissances croiser ensemble pour façonner exactement la réalité qu'il a envie de se voir produire. Il va tout faire pour. Et il se rend bien compte que seul, il n'a pas le pouvoir de modifier tout ça parce qu'il va lui falloir invoquer le pouvoir du guerrier. Le magicien soude tous ces archétypes-là entre eux. Et comment il le fait? Il le fait de deux manières. La première, c'est vraiment d'apprendre et de transformer. Et la deuxième, c'est de transmettre pour transformer encore mieux. Car un magicien est un initié, mais il doit également initier les autres. Et on le verra dans les exercices que je vais vous proposer à la fin de ce podcast, que pour cultiver votre magicien, il faut transmettre ce qui vous tient à cœur à d'autres personnes qui leur tiennent à cœur également d'apprendre ce que vous savez déjà.
Donc, vous allez prendre des étudiants, des apprentis sous votre aile, et vous allez montrer la voie sur laquelle vous cheminez sans y mettre votre ego parce que vous ne voulez pas faire des copies de vous. Vous voulez partager une compétence pour qu'elle fleurisse chez quelqu'un de complètement différent de vous et que grâce à cette différence, il va pouvoir cultiver et mettre sa pierre à l'édifice, cette compétence-là, pour en faire un savoir qui va lui-même fleurir, croître et atteindre des nouveaux sommets grâce à la culture de la différence. Et ça, c'est beau. Toute quête du héros comporte son mentor, et c'est bien souvent un vieil homme. Et comme toute quête du héros, il n'y a aucune garantie que tous ces efforts et toute cette énergie investie dans l'apprentissage et dans la transformation soient couronnés de succès. Ça, il n'y a pas de garantie. Par contre, quand les gens ont des questions, des souffrances, des problèmes, ils cherchent le bon magicien pour les aider dans la bonne compétence. Je vous donne un exemple avec ce podcast. Personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps avant d'admettre que j'étais prêt à partager mes découvertes. Une fois que mon magicien intérieur était aligné, ça a été assez dur ensuite de faire appel à mon guerrier pour poser le plan et me lancer concrètement. Parce que quand un homme échoue à s'aligner avec cette puissance intérieure, cette énergie formidable va forcément s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans son magicien, dans son plein pouvoir, ou que ce soit dans l'une de ses deux ombres. Quand on est dans cet excès d'énergie, on devient un manipulateur, et quand au contraire, on n'arrive pas à accéder correctement à cette énergie, on tombe dans un bipolaire innocent, naïf, qui est tout aussi néfaste. On commence par le manipulateur. Quand on est dans cette énergie en excès, on a une part en nous qui sait qu'elle est censée être le gardien du savoir, mais que si rien n'est fait pour que nous en ayons conscience et que nous prenions cette responsabilité correctement, cette phrase était très dure à dire, alors il n'y a rien qui va non plus nous empêcher d'utiliser ce pouvoir pour prendre du contrôle sur les autres, que ça soit conscient et inconscient. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais, longtemps en étant inconsciemment manipulateur. Et quand j'ai mis la lumière dessus, je suis tombé de très 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 haut. Surtout en tant que coach qui s'intéresse à plusieurs disciplines thérapeutiques, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que je manipulais mes clients pour qu'ils atteignent l'objectif que moi, j'avais décidé qui était bon pour eux, avec la manière précise que j'avais décidé qui était bonne pour eux, mais sans jamais réellement cultiver leurs différences pour les amener à cheminer sur leur propre voie. Je voulais que ces gens, tous ces gens-là, cheminent sur ma voie, cheminent vers mes objectifs et cheminent à ma manière. Et ça, c'est de la manipulation. Alors le manipulateur ne ment pas nécessairement, par contre, il va dire des demi-vérités, il contrôle, il cache, ou alors il peut exagérer pour faire arriver les autres pile là où il le décide. À partir du moment où vous faites régulièrement des hyperboles, que vous exagérez tel ou tel fait, pour surtout mettre l'emphase sur de la difficulté, sur de la prouesse, sur peu importe ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous embellissez la réalité plutôt que de dire simplement ce qu'elle est, alors vous êtes en train de manipuler. Que vous en ayez conscience ou pas, c'est quand même ce que vous faites. Et le pire, c'est que parfois vous pouvez penser sincèrement agir pour le bien, mais la manipulation ne débouche toujours que sur de la souffrance, à plus ou moins grande échelle. Un exemple très connu, c'est l'architecte dans Matrix. C'est la quintessence du manipulateur. Il est froid, calculé, cynique et sans état d'âme. Ça, c'est un bon manipulateur bien méchant. Alors, il y a un score pour le manipulateur. Surtout dans notre société actuelle, ce score, c'est l'argent. Alors l'argent, c'est ni bon ni mauvais. Pour moi, l'argent, c'est de l'énergie. Et on peut faire ce qu'on veut avec son énergie. On peut utiliser son énergie personnelle pour aller nettoyer des plages ou pour aller taper des gens dans la rue. Peu importe ce qu'on fait de cette énergie. L'argent n'est qu'un véhicule, un amplificateur de notre énergie. Si on décide d'aller nettoyer des plages avec plus d'argent, on pourra nettoyer plus de plages plus vite, plus fort, plus rapidement. Et pour reprendre mon exemple de taper des gens dans la rue, on va pouvoir embaucher des gens pour le faire avec nous et taper plus de gens dans la rue. Vous voyez, mon exemple sur l'argent est une énergie, elle peut être à la fois très bonne ou très mauvaise selon les perceptions et selon ce qu'on veut en faire. Alors pourquoi je dis que l'argent est un score dans notre société actuelle? Parce que j'estime que notre société aujourd'hui est principalement conduite par des magiciens en excès, donc des manipulateurs, qui vont accumuler des connaissances formidables et vraiment incroyables, mais dans le but de diriger le monde selon leur propre intérêt personnel. Et l'outil principal pour y arriver, c'est l'argent, et c'est pour ça que je parle de score. Parce que l'équation est la suivante, comment on va pouvoir délivrer le moins d'informations en échange du plus d'argent possible. Et donc forcément, plus il y a de chiffres, plus le score monte, plus on a réussi à atteindre son intérêt personnel. Les gouvernements et les publicitaires sont un écosystème entier basé uniquement sur un jeu de manipulation.
ainsi que d'autres domaines comme la mode, l'industrie pharmaceutique, la médecine, la défense et l'éducation, pour ne citer que les principaux domaines de nos vies. On manipule les connaissances et les informations pour faire en sorte que ceux qui en ont besoin se comportent de la manière qui va arranger ceux qui la délivrent. Une autre phrase que je vais citer du livre des auteurs Robert Moore et Douglas Gillette dit que dès que nous sommes détachés, ou que nous retenons ce que nous savons, et qui pourrait pourtant être les autres, dès que nous utilisons notre savoir comme une arme pour rabaisser ou contrôler quelqu'un, pour obtenir un comportement voulu ou obtenir un statut particulier au détriment des autres, alors nous sommes identifiés avec l'ombre du magicien comme étant un manipulateur. Nous gardons une magie noire, nous causant des dommages à nous-mêmes, aussi bien qu'aux autres qui pourraient plutôt bénéficier de notre savoir. Parce que le problème du manipulateur, c'est qu'il est persuadé que cette connaissance hors de son contrôle ne serait pas forcément utilisée à bon escient. Et que lui, qu'il fasse le mal ou qu'il fasse le bien, est convaincu de sa manière de faire. Et que c'est sa manière, et uniquement la sienne, qui prévaut par rapport aux autres. Il se pense meilleur que les autres. Si aujourd'hui, je prends un domaine particulier, le premier qui vous vient en tête, et vous pensez que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, à ce moment-là, c'est le manipulateur en vous qui le pense. Le magicien, lui, sait qu'il n'est jamais meilleur que quelqu'un d'autre. Il sait qu'il a toujours quelque chose à découvrir. Et c'est la curiosité qui l'emporte alors. Quiconque se trouve dans une position d'autorité, de professeur ou de parent, devrait rester extrêmement alerte vis-à-vis du manipulateur qui est en eux. Parce que quand le manipulateur nous manipule, il nous fait souffrir. Et ça, c'est dans 100% des cas. Maintenant ou plus tard, mais toujours. Et quand il n'y a personne à manipuler, il nous manipule, nous. Et c'est ainsi que l'on cultive l'autodéception. En revanche, quand l'énergie du magicien nous est bloquée, en tant qu'homme, et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, alors on va parler d'un innocent naïf. Quand le manipulateur est l'auteur de sa propre histoire, l'innocent naïf, lui, en est la victime. Cette ombre nous empêche d'ouvrir les yeux sur notre véritable réalité. Il fera tout pour nous faire croire que les choses sont plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. L'innocent naïf se croit être une bonne personne et se cache la tête dans le sable pour éviter les jeux destructeurs de son frère maléfique, le manipulateur. C'est la même chose que j'expliquais dans mon précédent épisode sur le guerrier, c'est qu'il faut visualiser un triangle avec à la base, avec la pointe dirigée vers le haut, et donc à la base, d'un côté le manipulateur en excès, de l'autre l'innocent naïf en manque, et en haut de la pointe, le magicien. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer d'un état à l'autre, du manipulateur à l'innocent naïf, sans jamais passer par le magicien. Ce n'est pas une question de transition, c'est simplement une question de jeu de pouvoir qui se joue dans nos égos, qui se joue dans nos têtes. Donc il faut retenir que l'avidité et la luxure motivent le manipulateur, et c'est l'envie et la jalousie qui motivent l'innocent naïf. À toujours vouloir ce qu'il n'a pas, il a constamment envie de la vie des autres. Et pourtant, en même temps, il a peur que les autres découvrent son peu d'intérêt pour sa propre vie et son manque de responsabilité. Ça, c'est ce qui terrorise l'innocent naïf. Donc, tout va ensemble. Un homme n'est jamais un magicien, un manipulateur ou un innocent naïf. Il joue les trois rôles en même temps tout au long de sa vie. L'idée est donc de garder l'équilibre en tant que magicien la plus grande majorité du temps. Une manière supplémentaire de l'expliquer, en plus de ce schéma du triangle, c'est le concept d'inflation et de déflation. L'ego en inflation va se sentir supérieur aux autres et accéder au manipulateur. Alors qu'en revanche, l'innocent naïf est un ego en déflation qui a secrètement peur de se sentir inférieur aux autres. Donc les deux vont de pair. On n'a pas besoin d'essayer d'être supérieur si on n'a pas peur d'être inférieur. Je vous propose un exercice très simple pour découvrir votre ombre. Si vous vous sentez confus, jaloux ou dans la peur, si certaines fois vous ne vivez pas selon vos valeurs, ou que vous pensez que vous manquez de responsabilité, parce que les gens peuvent vous le dire ou parce que vous pouvez le penser de vous-même, alors la clé pour démasquer votre manipulateur ou votre innocent naïf, c'est la sincérité radicale. Et Dieu sait que cet exercice est compliqué à faire, parce que l'ego, oh mon Dieu, l'ego va vouloir discuter avec vous. Et ça va être difficile de discuter avec vous-même, plutôt qu'avec votre ego. Ces ombres maintiennent leur domination sur vous tant que vous ne les voyez pas. Donc l'exercice consiste simplement à mettre de la lumière et à prononcer à voix haute les phrases qui pourraient vous chambouler. De mon côté, le jour où j'ai prononcé la phrase « Loïc, t'es un coach manipulateur », je peux vous garantir que ça a changé beaucoup de choses dans ma manière d'accompagner mes clients. Ou alors, quand j'ai prononcé la phrase « Loïc, t'es un tyran dans ton couple », je peux vous garantir que ça a apporté beaucoup de paix dans mon couple. Par contre, la condition de cet exercice, c'est qu'il faut une sacrée volonté envers soi-même. Parce que retenez, c'est pas une question de savoir si vous êtes possédé par l'une de ces ombres, mais à quelle fréquence vous l'êtes. Parce que sur le triangle, vous vous promenez constamment.
Le jeu de votre vie consiste donc à passer la majeure partie de votre temps dans le magicien, et la partie du temps restante à repérer et mettre tout de suite la lumière sur votre ombre dès que vous en apercevez une. Donc demandez-vous si vous êtes malhonnête envers vous-même, si vous vous sentez déconnecté de vos émotions, ou alors que vous les retenez trop souvent. Ça, c'était l'exercice pour découvrir votre ombre, la sincérité radicale. Ça marche extrêmement bien tout seul, ça marche encore mieux quand vous le faites avec quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous proposer un exercice pour activer, pour aller chercher votre énergie du magicien. La voie la plus rapide pour y accéder, c'est en passant par votre corps et par votre cœur. Alors comment vous allez faire ça? Vous allez tirer l'excès d'énergie qui prend naissance dans votre tête, parce que c'est bien là que ça se passe, c'est bien là que ça prend naissance, c'est dans la tête, c'est dans les pensées. J'ai dit 60 à 70 000 pensées par jour, donc 95% sont les mêmes. Il y a un flot constant et incessant de pensées parasites et vraiment pas nécessaires à votre développement qui gravitent constamment dans votre tête. Donc puisqu'il vous reste plus que 5% d'espace pour piloter depuis votre inconscient et que les 95% restants sont inconscients, eh ben il va falloir piloter pour de vrai. Et pour piloter, il va falloir apprendre à conduire. Donc retenez ce schéma: tête, cœur, tripes. Quand vous êtes dans votre tête, tout s'arrête. Il faut descendre les pensées vers votre cœur pour en faire des émotions, et vos émotions vers vos tripes pour en faire des actions. C'est le seul chemin qui va vous permettre d'accéder à votre magicien de manière constructive et sans succomber à vos ombres. Il y a d'autres chemins, mais celui-là est safe. D'accord? Ça arrive à chaque fois que vous bougez trop vite, vous allez générer du stress, ça vous coupe de votre flot d'énergie parce que vous n'êtes pas capable de passer de vos pensées à vos émotions, à vos actions. Vous restez concentré sur vos pensées, sur vos parasites, et de là découlent des actions chaotiques. Et c'est pas bon. Passez par vos émotions, et quand vous sentez une émotion positive, alors let's go. On peut laisser descendre et passer sur des actions, d'accord? Les émotions positives, il y en a plein. Il y a le courage, il y a la bonne volonté, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a l'excitation, il y a l'enthousiasme. Il y a toutes ces choses-là. Et au contraire, de l'autre côté, des émotions négatives, quand vous sentez que vous êtes dans un espace de manque, de peur, de colère, d'orgueil, de prétention ou de honte, alors n'enclenchez pas l'action qui va découler de cette émotion. C'est aussi simple que ça. Dans la pratique, ça demande beaucoup de pratique. Donc, pour transformer vos pensées en émotions, puis en ressentis en action, il y a 7 étapes que j'aime bien faire dans cet ordre-là. La première étape, c'est de reforger votre connexion à votre environnement en vous ancrant ici et maintenant. La deuxième étape, c'est en stabilisant votre esprit par de la cohérence cardiaque, avec de l'apnée si possible. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un bloc en 4-4-4-4. 4 secondes d'inspi, 4 secondes d'apnée, 4 secondes d'expiration, 4 secondes d'apnée à nouveau, et on respire comme ça en boxe. La troisième étape ensuite, ça va être de réaligner ces énergies corporelles en mettant de la conscience sur vos chakras. Si vous les connaissez, c'est très bien. Si vous les connaissez pas, imaginez-vous simplement une énergie chaude qui remonte le long de votre colonne vertébrale, qui part de vos appareils génitaux jusqu'au sommet de votre crâne, comme si un fil invisible venait vous tirer et vous redresser vers le haut. La quatrième étape ensuite, c'est de réclamer le pouvoir que vous avez peut-être déposé sur les autres. Réclamez-le, récupérez-le, c'est votre pouvoir. La cinquième étape va être de dialoguer avec vos archétypes intérieurs. Donc aujourd'hui, vous connaissez le magicien. J'ai fait un épisode sur le guerrier. Allez écouter ensuite le roi, l'amant. Et c'est les 4 principaux. Si déjà vous le faites et que vous dialoguez avec eux, vous allez comprendre ce qui se joue dans votre vie, qui est aux commandes, qui tire les ficelles, qui est en excès, qui est en manque. Et vous allez pouvoir remettre un peu d'harmonie. La 6e étape est d'accepter pleinement vos responsabilités. Pour arriver ensuite à la 7e étape, c'est d'embrasser une honnêteté sans faille, et d'aller confronter vos ombres, allez leur parler, et allez vous mettre en sincérité radicale. Ça, ce que je viens de vous partager, va vous permettre de cultiver votre magicien. Ça peut vous prendre 2 minutes, comme ça peut vous prendre 2 heures. C'est vraiment, vous y mettez le degré d'intensité que vous avez besoin d'y mettre à ce moment-là. Maintenant, en dehors des exercices méditatifs, vous avez quelques routines et actions concrètes à mettre en place dans votre quotidien pour cultiver de manière passive votre magicien. Et ces activités sont les suivantes. Vous avez la lecture qui va vous permettre d'explorer du savoir et de la compétence de manière très brute et qui va, en plus de ça, activer des zones précises de votre cerveau qui vont faciliter l'intégration et en plus de ça, stimuler la créativité. Donc la lecture, excellente activité. La formation, tout simplement pour apprendre, que ce soit avec un mentor, que ce soit sur des formations en ligne, peu importe, la formation pour apprendre va nourrir votre magicien. La méditation est une autre activité, comme l'exercice que je viens de vous partager, comme la méditation en pleine conscience, qui elle en plus va permettre de cultiver votre guerrier. Vous en avez plein des formes de méditation qui vont, d'une manière générale, cultiver votre lucidité et un état de conscience plus profond et plus ancré. Et ça,
naturellement, ça va laisser de la place à votre magicien, certainement aussi à votre guerrier. Et ça, de base, toutes les méditations vont laisser de la place à votre magicien. Et selon la forme de méditation choisie, va en plus donner plus de place à soit du guerrier, du roi ou de l'amant. Une autre activité que j'ai pratiquée mais qu'aujourd'hui je ne pratique plus vraiment, c'est le journal de rêve. J'hésite à m'y remettre parce que c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour comprendre les messages de votre subconscient. Il n'y a pas besoin de faire un exercice poussé d'interprétation, juste le fait de recenser vos rêves et de les écrire va vous faire remonter en tête plein de choses sans que vous ayez besoin de vous concentrer particulièrement dessus et de vous dire « Ah ouais, alors là j'ai vu un corbeau à tel endroit, qu'est-ce que ça signifie, je vais faire mes recherches ». Non, pas besoin, ok, juste de les écrire, il y a des choses instinctives qui vont remonter et ça suffit. Alors après, vous pouvez pousser beaucoup plus loin si c'est votre passion, allez-y, mais il n'y a pas besoin de se mettre la pression avec un journal de rêve. Les autres actions qui en découlent naturellement sont toutes les disciplines artistiques qui vont vous permettre d'exprimer votre créativité. Parce qu'en exprimant votre créativité, vous allez aussi cultiver la compétence, comme dans la musique, le dessin, l'écriture, la danse, peu importe. Et ça, en même temps que vous allez cultiver votre magicien, vous cultivez votre amant, c'est excellent. Un autre conseil d'activité très puissante pour le magicien, c'est les jeux vidéo de gestion et de stratégie, parce qu'ils vont vous apprendre à visualiser et organiser, et là où c'est très puissant dans les jeux vidéo, c'est que vous avez un feedback instantané sur vos décisions. Vous n'avez pas besoin, comme dans la vie réelle, d'attendre des résultats qui vont se générer sur quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années selon le degré du projet que vous voulez mettre en place. Là, c'est un jeu vidéo. Par définition, c'est fait pour être fun. Et comment c'est fun? C'est grâce au feedback instantané. Regardez les animaux comme ils jouent dans la nature. Ils jouent dans la nature pour apprendre la vie. Les chats jouent entre eux en étant chatons parce que ça leur apprend la chasse. Et c'est la même chose chez nous avec les jeux vidéo. Bien canaliser en choisissant bien vos jeux vidéo, c'est ouvrir la porte à votre magicien, clairement. Ensuite, une activité qui fonctionne très bien, c'est la visualisation. Parce que vous allez justement vous exercer à ressentir des réalités qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est bien le principe de la visualisation. Et qu'est-ce qui se passe magiquement quand vous faites de la visualisation? Vous êtes connecté à vos émotions. Et c'est pour ça que ça va se matérialiser ou pas. Si quand vous visualisez un état ou une scène qui va vous terrifier et qui va vous faire peur et que vous allez sentir cette peur grandir en vous, vous allez naturellement comprendre qu'il ne faut pas aller dans cette direction. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'on ne prend pas le temps de le faire au quotidien. On prend le temps de le faire quand on fait de la visualisation, clairement. Donc si vous voyez que au moment où, si vous êtes un athlète justement, vous vous imaginez passer la ligne d'arrivée en tête, en forme, et qu'à ce moment-là, vous ressentez une grande joie, vous ressentez une grande puissance intérieure, alors justement, vous avez beaucoup plus de chances de voir cette réalité se réaliser. Le mentorat, pour rejoindre le domaine de la formation, est naturellement une activité très puissante pour développer votre magicien. Quand je parle de mentorat, c'est pas vous mentorer, c'est vous le mentor. Donc partagez vos connaissances auprès des gens qui en font la demande. Et ça, c'est hyper important. N'allez pas manipuler quelqu'un pour modeler la destinée qui vous intéresse chez cette personne. Concentrez-vous plutôt sur les personnes qui en font la demande. Et ça, je vous garantis que ce sera hyper puissant. Donc si vous êtes dans un milieu professionnel où vous pouvez avoir des apprentis ou des stagiaires, faites-le, mais 1000 fois, ce sera une expérience hyper enrichissante pour vous, à condition que vous vous plaisiez dans cette profession et dans cette compétence particulière. Si c'est pas dans un milieu professionnel et que c'est dans un milieu plutôt passionnel, entre guillemets, faites-le avec des gens, entourez-vous, vous avez des groupes, aujourd'hui il y a les réseaux, ça va très vite de trouver des gens qui accepteraient de cheminer avec vous, et en plus, ça pourrait être même du mentorat en tandem, c'est-à-dire que dans un même champ de compétences que vous partagez, vous allez pouvoir apporter des choses à cette personne et elle-même vous en apporter des nouvelles. C'est le principe, et j'arrive à mon dernier point sur les routines et les activités que je vous conseille pour cultiver votre magicien, c'est le réseautage. Réseauter le plus possible dans les compétences qui vous passionnent, dans vos compétences professionnelles, parce qu'en vous engageant auprès de vos pairs, dans des communautés bien établies, vous allez cultiver de manière exponentielle, de manière extrêmement puissante, la compétence que vous êtes venu développer ici. Donc je vous dis pas de mettre en place toutes ces routines et toutes ces activités constamment, régulièrement, quotidiennement, ce serait peut-être trop laborieux. Par contre, choisissez-en une ou deux que vous faites quotidiennement, ça c'est le top, et choisissez-en 3 ou 4 que vous faites très régulièrement, d'accord? Quand je dis très régulièrement, c'est même pas forcément à l'échelle des semaines, ça peut être à l'échelle des mois. Comme je parle par exemple du mentorat, du réseautage ou du journal de rêve, ben ça peut être voilà un rendez-vous par semaine ou un rendez-vous par mois que vous prenez avec vous-même et vous savez que c'est un moment dédié à ça et ça suffit. Pas besoin de mettre plus d'énergie que ça à essayer de cultiver une image d'un homme parfait qui fait tout constamment et qui réussit tout. Non, prenez ce qu'il vous faut, mettez-le en place et faites-le, tout simplement. J'espère que cet épisode, agrémenté de mes propres anecdotes personnelles, vous aura plu. Et avant qu'on se laisse, j'aimerais vous poser une question. Quelle est l'ombre qui se manifeste le plus souvent chez vous
Et quand elle se manifeste, comment elle se manifeste? En tant que mentor personnel, c'est des questions qui me tiennent à cœur, de voir, de comprendre les mécanismes de la psyché humaine, et en faisant la démarche de répondre à cette question, vous allez aussi voir les réponses des autres. Et c'est un exercice que je veux vous faire faire si ça vous intéresse, si vous voulez participer avec moi, pour que vous constatiez les leviers qu'utilisent les démons personnels de chacun. Cet exercice m'intéresse beaucoup, j'ai très hâte de vous lire, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Arcane.